Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui du coup on passe à une review de catch. Et oui, ça a fait un peu bizarre qu'une review de catch sorte en plein week-end au lieu de sortir en début de semaine comme ça devrait être le cas, puisque d'habitude un pay-per-view se déroule entre la nuit du dimanche au lundi. À part exception je crois de SummerSlam, vous allez comprendre pourquoi je bug et je risque de bugger sur certains mots des fois. Ce n'est pas volontaire, mais je crois que c'était à SummerSlam où du coup ils avaient mis ça le samedi, enfin dans la nuit du samedi au dimanche pour être sûr. Je pense que énormément de gens regardent, voilà. Et du coup là, Crown Jewel s'est déroulé dans la soirée de jeudi à vendredi, puisque ça a duré quand même 4 heures. Voilà. Et comme je disais, du coup, vous comprenez sûrement pourquoi je bug un peu, hein, parce que effectivement, le moment où j'enregistre, puisque je l'ai regardé le lendemain, avant de. Enfin, là, ce matin, j'avais un oral, donc voilà, j'avais autre chose à faire du coup que regarder Crown Jewel en direct. Déjà que je vous avoue que c'est pas le pay-per-view que j'ai préféré. C'est clairement un des pay-per-view que j'attendais le moins. Donc j'avoue que même si j'avais pas eu mon oral ce matin, je l'aurais pas forcément regardé en direct. Voilà. Et voilà, en plus toute la semaine, en fait quasiment chaque jour, j'ai eu soit un exposé, soit un oral, j'ai eu une traduction à rendre qui m'a pris 3 heures, donc j'avoue qu'entre les cours et tous ces trucs là à côté, ce qui fait que ça a engendré beaucoup de stress, peu de sommeil, donc voilà, je vais peut-être bugger de temps en temps, donc je m'en excuse à l'avance, hein, mais voilà, hein, je peux pas faire autrement, à part essayer de bien faire les choses, mais comme je vous dis, ça a duré 4 heures, il y a eu 9 matchs, c'est quand même très long, 9 matchs, voilà. Alors, en premier match, on a eu sûrement celui qui, à mes yeux, est le meilleur match de la soirée, puisqu'on a Seth Rollins contre Edge en un Hell in a Cell, que j'ai trouvé vraiment très très bon, et honnêtement, c'est le match où je me suis le moins ennuyé. Alors, il y a eu d'autres très bons matchs, notamment le triple threat match féminin. J'ai pas pris beaucoup de notes, mais j'avoue que c'était quand même un très très bon match. Voilà, parce que j'avoue qu'il y a eu beaucoup de matchs un peu lents, un peu chiants, ce qui fait que je me suis un peu, comment dire, j'ai un peu décroché, on va dire, du show, même si j'avais toujours un petit œil dessus, mais j'avoue que j'ai un peu décroché au bout d'un moment, là, quand on a enchaîné Biggie, Drew McIntyre, je sais plus que c'est qui passait avant, là, c'était un peu mou et un peu chiant, et du coup, le reste en a un peu subi les conséquences. Mais dans ce match Seth Rollins contre Edge, je trouve que le match aurait été mieux à un autre moment, parce que pour moi c'est vraiment le meilleur match de la soirée. Donc j'ai noté Rollins qui dès à peu près vers le début arrive à placer le centre de Phenomenal, enfin il fait une prise qui ressemble au Phenomenal Forearm, sauf qu'au lieu de frapper avec son poing, c'est avec son genou qu'il envoie dans la tronche de Edge. Edge va esquiver un suicide dive, une sorte de. Alors moi j'appelle ça le suicide dive, c'est pas forcément un suicide dive, mais vous comprenez un peu le principe pour ceux qui connaissent les prises. On a une sorte de suicide dive, sauf que comme Edge l'esquive, Seth Rollins s'écrase carrément contre la cage. Edge va sortir 2 chaises et enchaîner avec un execution, parce que au moment où il rentre dans le ring, Rollins se relève et du coup il envoie un execution. Rollins va être le premier à porter plusieurs coups de chaise. Rollins va être pris dans un crossface de Edge et du coup il va se rapprocher vers les cordes, mais là où se trouve le barreau de la chaise. Et sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu con, enfin je veux dire, s'il s'en approche, Edge il peut le choper, il va lui faire le crossface avec le truc, sachant que t'es dans une cage. Enfin voilà quoi, techniquement il n'y a pas de disqualification, donc on peut pas briser soumission dans les cordes, dans Hell in a Cell, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, Rollins va choper le barreau et va taper dans l'œil de Edge avec. Alors il va taper dans l'œil.
Bien sûr, quand il tape, il tient le barreau comme ça, quoi. Le barreau, il dépasse pas de la main, comme ça, il tape avec son poing, et voilà, quoi. Hein. Je veux dire, si quelqu'un a vraiment cru qu'il s'était pris le barreau dans l'œil, faut se remettre en question. Parce que bon, je veux bien qu'ils prennent des risques avec leur santé, mais je pense pas au point de vouloir se faire crever un œil pour de vrai, quoi. Rollins va enchaîner avec un frog splash, mais ça ne suffira pas pour gagner le match. Rollins ensuite va sortir une table, et là où je suis content, c'est que la table a servi très rapidement après. Comme je vous ai déjà dit, je déteste quand on sort un objet et qui sert 30 minutes après. Alors j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, tu sors un objet, puis hop là, il se passe plein de choses pendant 5 minutes, histoire que t'aies oublié l'objet, et puis tu reviens dessus. Ça, vraiment, je déteste, parce que en vrai, tu te dis, mais ok, c'est bien pour le passage où la personne s'écrase contre l'objet ou machin, mais en soi, dans la façon que c'est raconté, tu te dis, le mec a juste l'air con, quoi. Il sort sa petite chaise, parce que dans le match Adam Cole contre, je crois que c'était Kyle O'Reilly, c'est ça, il sort une chaise comme ça, puis la chaise elle sert pas pendant au moins 10-15 minutes, puis tu te dis, ok, alors pourquoi t'as sorti la chaise si c'est juste pour rien faire avec, ou même tenter de faire des trucs, enfin, je veux dire, des fois, ça n'a aucun sens l'utilisation des objets, enfin, du moins quand ils les sortent. Sauf que là, il sort la chaise, pas la chaise, la table. Et du coup, à un moment, il va monter sur la troisième corde, et du coup, Edge va le pousser, ce qui fait qu'il va taper contre la cage et en rebondissant, retomber à travers la table. C'était vraiment un spot vraiment très impressionnant, je pense peut-être l'un des plus impressionnants du match. Voilà, en plus, il n'y a pas eu de sortie de cage, il n'y a personne qui est monté sur le toit et tout. Donc c'est vrai que c'était peut-être un des moments les plus impressionnants. Ensuite, Edge ramène des escaliers sur le ring. De toute façon, quasiment tout va être utilisé. Il va ramener des escaliers sur le ring. Il va faire une sorte de prise, une sorte de neck breaker ou de choses comme ça, en esquivant un coup de poing de Rollins. Ensuite, il va prendre une chaise, il va monter sur la troisième corde pendant que Rollins est toujours allongé sur les escaliers, et il va faire une descente du coude et tout, qui était très beau à voir également. Ensuite, on a Rollins qui va réussir à contrer le spear avec un kick, puis enchaîner avec le pedigree, mais ça ne va pas suffire. Edge va réussir plus tard à contrer le stomp, puis enchaîner avec un spear. Donc on a quand même beaucoup de finishers ou de choses comme ça qui vont se lancer un peu à droite à gauche. Edge, lui, va sortir une deuxième table, puis une échelle, puisque Edge, comme les Hardy Boys et Christian, font partie de ces stars qui ont sublimé les TLC matchs, les ladder matchs et tout ça. Voilà. Ensuite, on a Rollins. Ah oui. Edge place la table. Ensuite, non, c'est Rollins, parce que la table est mise sur le ring, mais je crois que c'est quand même Rollins qui place la table, qui place ensuite l'escalier et qui monte avec au début Edge afin de lui sauter dessus, sauf que Edge il remonte à l'escalier, l'échelle, et on pense que du coup il va faire une suplex à Seth Rollins, sauf qu'au final Seth Rollins en fait il passe au-dessus de Edge, en fait il fait un petit saut par dessus, et en fait en retombant il l'attrape en mode powerbomb, quoi, ou comme faisait Batista, bon, en fait il le chope et hop il l'écrase à travers la table, quoi. Donc mais j'aime beaucoup ce genre de petits spots, c'est vraiment pas mal et c'est assez violent, donc c'est plutôt sympa à voir. Ensuite, on a Rollins qui va enchaîner 3 kicks dans la tronche de Edge. Ensuite, il va récupérer une petite chaîne en métal qui va accrocher à son pied. Il va envoyer un 4e kick avec la chaîne dans la tête de Edge, donc celui-là qui est plutôt plus violent que les autres déjà. Et Rollins ensuite va tenter un stomp.
toujours avec, en fait, il a la tête de Edge posée sur une chaise. En fait, il va tenter entre guillemets le stomp parce que c'est pas vraiment comme s'il allait rabattre la tête de son adversaire au sol comme il fait habituellement, mais là, dans le sens où il prend de l'élan, il saute et puis écraser la tête de son adversaire entre du coup la chaîne accrochée à son pied et la chaise. Sauf qu'à ce moment-là, du coup, Edge il se redresse en levant la chaise, ce qui fait que au moment où Seth Rollins ratterrit au sol, il se prend la chaise dans les roubignoles. Donc voilà, et à la suite, il se prend du coup 2 kicks dans la tronche. Edge prend la chaise pour le crossface. Ah oui, donc je me suis trompé, c'est pas la chaise. Bon, même à l'écrit, je me suis trompé. Il prend la chaîne, parce qu'il l'enlève du pied de Seth Rollins, il le prend pour faire le crossface, sauf qu'il voit que Seth Rollins essaye d'attraper une sorte de clé à molette, là où je ne sais quoi, moi je suis pas un grand bricoleur, donc je crois que c'est une clé à molette, mais j'en suis pas sûr. Mais du moins, il récupère une grosse clé, il essaye de la récupérer, du coup Edge prend la clé et commence à continuer le crossface avec, sauf qu'il va arrêter une fois que Seth Rollins est à moitié KO. Ensuite il prend vraiment une chaise, il la met sous la tête de Seth Rollins et là il fait le stomp que voulait faire Seth Rollins et du coup Edge remporte le match, ce qui fait qu'ils étaient chacun à une victoire, donc cette fois Edge remporte définitivement la rivalité en ayant 2 victoires et 1 défaite contre Seth Rollins. Mais Seth Rollins qui n'en sort pas moins fort, avec tous les super beaux spots, tous les coups qu'il a pris dans la tronche, Edge également, sauf que Edge il a gagné, donc quand tu gagnes t'es forcément entre guillemets vu comme étant fort. Mais voilà, c'était un très beau match. Ensuite on a eu le deuxième match, alors qui m'emballait pas du tout parce que le résultat on le connaissait tous. Vraiment, celui qui s'attendait pas à la victoire de ce match, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Mais ce match c'était Mansour contre Ali, et en étant en Arabie Saoudite et que Mansour vient d'Arabie Saoudite, c'était logique que Mansour allait gagner. Donc voilà. Pour ça, j'étais pas trop dedans, j'avais pas envie d'être dedans. Je me suis dit, à quoi ça sert de regarder un match où on sait déjà qui va gagner? Même s'il y a eu des très belles choses, hein. Il y a eu quelques petits trucs que j'ai notés qui étaient bien, mais quand même, on connaissait déjà le résultat, donc c'est un peu chiant. J'ai quand même mis au début, enfin pas au début forcément, parce que le début était quand même un peu long, je trouvais pas de choses très intéressantes au début. Après le match est pas très très long, mais voilà. Mais il y a quand même eu un petit botch dans le contre de la souplex, parce que normalement, quand les gens essayent de contrer, quand ils sont comme ça, normalement, quand tu veux, enfin, ils sont un peu comme ça, et quand tu veux contrer, normalement, l'autre il met sa jambe comme ça, et ce qui fait que du coup, les deux peuvent pas se lever. Sauf que là, en voulant du coup mettre sa jambe, en fait, il a juste fait des petits coups comme ça contre l'autre jambe, et ce qui fait que, techniquement, je crois que c'est Ali qui voulait faire la souplex. Techniquement, Ali pouvait quand même faire la souplex, parce que l'autre, en fait, il bloquait rien du tout. Sauf qu'au final, ils ont quand même fait comme si Mansour avait bloqué la suplex, et du coup, voilà, ça gâche pas grand-chose, mais quand même à préciser, voilà. Ensuite, j'ai mis qu'on a Ali qui fait un très beau DDT, où il est au niveau dans le coin, au niveau de la deuxième corde, et puis il se retourne, il saute, il chope la tête de Mansour, il part en DDT, vraiment magnifique. J'ai mis Mansour à un moment qui envoie un kick suivi d'un très beau spinebuster, vraiment très bien foutu. Ensuite, on a Mansour qui fait un moonsault de la troisième corde, il tente le tomber, mais Ali retourne ça en soumission un peu bizarre. Voilà, sauf que bon, ça ne suffit pas à gagner. Et ensuite, on a Mansour qui est à l'extérieur, qui saute par-dessus la troisième corde, qui rattrape Ali par la nuque en faisant un neckbreaker, et du coup, il remporte la victoire comme ça, avec une très belle prise, hein, ça on peut pas le nier, mais malheureusement, on connaissait déjà tous le résultat bien avant que le match commence, hein. Je pense que même dès que Crown Jewel a été annoncé, on savait déjà que Mansour allait être présent et gagner un match. Donc voilà. Et du coup, ce n'est pas négatif de dire ça,
parce qu'on s'en doute qu'étant arabe et qu'on est dans son pays d'origine, qu'il va gagner. Maintenant, ce qui est assez triste, c'est que ce soit Ali ou Mansour, on a vu, ils sont capables de faire des belles choses, et que malheureusement, en fait, pour Mansour surtout, quand on n'est pas en Arabie Saoudite, et en fait, la WWE ne fait rien avec lui. Et ce qui est très dommage, parce qu'il est plus ou moins capable de faire des bonnes choses. Alors bien sûr, c'est pas un Roman Reigns, un Edge, un Seth Rollins, voilà. Mais il peut quand même faire des bonnes choses, même en mid-card. Donc voilà, au bout d'un moment, pourquoi ne pas utiliser les éléments qui sont capables de faire des beaux spots. Voilà. Ensuite, le troisième match, un match où je m'attendais également au résultat, c'est les RK Bro contre AJ Styles et Omos pour le titre par équipe de Raw. Alors là, j'ai quand même eu un peu de difficulté à savoir quand même qui allait gagner, même si je m'y attendais un petit peu, parce que je ne me souvenais pas de la draft. Même si en soi, je pense que beaucoup en faisant les pronostics se sont basés sur la draft et qu'en fait, on va voir avec un certain match que la draft, du coup, ils se sont dit comme si elle n'existait pas, et du coup, on va avoir un truc qui est très très con, qui va vite me saouler s'ils font vraiment la chose que je pense, mais on verra ça dans l'avant-dernier match. Du coup, j'ai noté que le début est un peu long. Enfin, les débuts de match, je les ai trouvés un peu longs et chiants. Riddle fait tourner Styles avant d'enchaîner avec une souplex, mais à côté de Omos, ce qui fait que ça permet de faire un tag. Et du coup, Omos, lui va faire un peu ce qu'il veut de Riddle, mais Riddle va faire le tag à Randy Orton. Du coup, les deux vont un peu se faire face, mais il n'y aura pas grand chose d'intéressant. Randy Orton va réussir le RKO en esquivant le final forearm de AJ Styles. Et ensuite, Riddle en faisant une sorte de pirouette un peu. C'est un peu, en fait, c'est un peu comme si tu faisais le twist, pas le twist, en fait, le Whip on the Wing, mais dans l'autre sens, quoi. Sur AJ Styles et remporte le titre, conserve plutôt son titre. Donc le match était vraiment sympa, mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant, honnêtement. Et pourtant Randy Orton est un de mes catcheurs préférés, mais là j'avoue que le match était pas terrible. En plus des RK Bro et AJ Styles Omos, que ce soit entre des combats solo ou par équipe, on en a déjà vu pas mal, donc honnêtement, vivement qu'on passe à autre chose. Ensuite, le quatrième match, qui a sûrement créé la surprise, c'est Zelina Vega contre Doudrop pour le tout premier titre de Queen of the Ring. Du coup, j'ai noté qu'on avait un très beau DDT de Zelina Vega à la Rey Mysterio, donc un peu comme tu tournes ton adversaire, et après, en général, Mysterio, ça finit sur un ciseau de tête, là, ça finit en DDT, c'était vraiment sympa à voir. Codebreaker de Zelina Vega, mais qui ne suffira pas. Malheureusement, c'est vrai que Doudrop n'a pas fait énormément de choses de très intéressant dans ce match, à part être vraiment très puissante et robuste. Au final, ça ne suffira pas. Et ensuite, on a un moment Zelina Vega qui monte sur le dos de Doudrop, et en fait, en se servant de sa force et tout, elle se balance, ce qui fait que les deux vont se retourner, et en fait, Zelina Vega finit assis avec Doudrop au niveau de ses jambes, et du coup, l'arbitre fait le décompte, et Zelina Vega devient la première Queen of the Ring. Alors, j'ai juste envie de vérifier un truc sur Zelina Vega. Mais j'avoue que je pense honnêtement que quasiment personne, et même les commentateurs le disent, que quasiment personne ne s'attendait à une victoire de Zelina Vega, parce que en plus elle est née dans le Queens. C'est assez marrant. Voilà, mais du coup, Zelina Vega, chose dont personne ne s'attendait, finit reine de la WWE. Ensuite, le cinquième match, ce fameux match entre Bobby Lashley et Goldberg, dans un match sans disqualification, où Goldberg veut tuer Bobby Lashley, ce qu'il ne fera pas du tout.
Dès le début du match, on a Lashley qui sort une chaîne de son pantalon pour s'en servir comme point américain, ce que Goldberg lui saute dessus, mais il voit rien, du coup il se prend forcément des coups avec. Hein. Ensuite, alors j'ai mis, il sort une chaise, ouais, donc c'est Bobby Lashley, il sort une chaise pour frapper Goldberg. De toute façon, c'est simple. Le début, c'est Lashley qui a beaucoup dominé, ensuite Goldberg qui a dominé. Il n'y a pas eu de suspense et tout. C'est d'abord Lashley, ensuite Goldberg, et puis le match est terminé. Voilà. Avec une victoire également, dont tout le monde s'attendait. Alors là, celui qui me dit qu'il pensait que Lashley allait gagner, non. Enfin, c'est quand même Goldberg qui est là. Je pense que la WWE a fait exprès de faire perdre le titre à Lashley pour justement que Goldberg puisse gagner sa vengeance sans gagner le titre, puisque c'était, je crois, son dernier match dans ce qu'il avait signé dans les contrats. Donc, honnêtement, celui qui me dit que s'attendait pas à la victoire de Goldberg, pareil, faut suivre un peu mieux ce qui se passe dans le monde du catch, hein, parce que c'était attendu et je pense par tout le monde. Et quand j'ai attendu, c'est pas dans le sens où on en avait forcément envie, hein, parce que moi j'avais clairement pas envie que Goldberg gagne, mais je m'y attendais à 1000%. Du coup, il va frapper avec une chaise, il va sortir une table. Lashley va quand même réussir à faire un spear sur Goldberg. Il va prendre la chaise, il va la mettre, vous savez, comme dans les jeux, là, vous pouvez prendre la chaise et hop là, glisser la jambe ou la tête de votre adversaire à travers la chaise. Donc là, il met la chaise à travers la jambe, il va monter sur la deuxième ou troisième corde et sauter sur la chaise, ce qui est assez impressionnant, même si elle est placée d'une certaine manière, parce que ça ne fasse pas mal, pas énormément mal à Goldberg, parce que ça doit quand même faire mal. Voilà. Ensuite, Goldberg va esquiver un spear de Lashley qui va dégommer la table qu'il avait mis dans le coin. Voilà. Goldberg, lui, va réussir un spear suivi d'un jackhammer. Ensuite, ils sortent. Goldberg renvoie un spear à la barricade. Alors ça, c'est le spot que tu vois tout le temps dès que quelqu'un fait le spear. Hein. Le nombre de fois ce morceau de barricade a été détruit par les spears, c'est incroyable. Ensuite, on a Lashley qui commence à partir et tout vers la rampe. De toute façon, 500 disqualifications, donc le tombé peut être fait partout. On a Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui arrivent, puisqu'ils devaient affronter les Usos dans le pré-show, c'est un pré-show, dans le kick-off, où je pense qu'ils ont dû perdre contre les Usos. Hein. Voilà. Et du coup, ils arrivent avec des kendo sticks, ils en donnent un à Lashley. Du coup ils foncent sur Goldberg se débarrasse des deux en un coup. Alors vraiment les mecs ils étaient super forts dans le clan du Hurt Business, et puis là allez, en un coup de poing, un coup de pied, hop là ils sont KO. Vraiment dû lâcher la scène. Et ensuite ce qui est encore plus dû lâcher, c'est que les deux sont là avec un kendo stick prêts à se taper dessus, et là t'as Lashley qui se lève pour taper, pour combattre le Goldberg. En fait il reste comme ça. Et vraiment, il reste comme ça jusqu'à ce qu'il se prend le coup. Vraiment, il y a au moins 30 secondes. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on est vraiment pas loin, quoi. Les deux, le temps que Lashley reçoive le coup et qu'il a les bras levés, vraiment, il avait largement le temps de mettre au moins 2-3 coups dans la tronche à Goldberg, quoi. Vraiment, c'était un peu mal foutu ce moment. Et ensuite, Lashley se retrouve au bord de la rampe, dans le haut de la rampe. Goldberg lui met un spear, ils atterrissent, il fait le tomber, et puis voilà, Goldberg gagne ce match. Voilà, pas top. C'était bien violent, il y avait de la violence qui avait été promise, c'était bien violent, mais voilà, c'était pas terrible non plus, quoi. Ensuite, le 6e match de la journée, qui est Finn Balor contre Xavier Woods pour le King of the Ring, donc pour devenir le roi de la WWE. Et là, cette fois, ce n'est pas le tout premier, puisqu'il y en a eu plein, notamment Triple H, Booker T et bien d'autres. Pareil, j'ai pas noté grand chose. J'aime bien Finn Balor, Xavier Woods, comme le reste du Hurt Business, du New Day. Honnêtement, je n'aime pas du tout. Je suis pas fan des mecs du New Day. Voilà. Mais j'ai quand même noté qu'on avait une belle superplex de Xavier Woods depuis la 3e corde sur Finn Balor.
On a un coup de grâce qui a été contré, suivi d'un petit paquet, mais qui ne suffit pas non plus. Et au final, on a juste Xavier Wood qui a réussi à gagner sur une descente du coude pour devenir le King of the Ring. Et vraiment, c'était moyen, quoi. Tu te dis quand même, Finn Balor, il résiste à Roman Reigns. Il a résisté au Superman Punch, il a résisté au Spear, enfin il s'est pris énormément de trucs dans la tronche auxquels il a résisté, et il perd sur une descente du coude. Vraiment, tu vois, que Finn Balor il perde, ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est pas non plus un de mes catcheurs préférés. Même si j'aurais préféré voir gagner, c'est pas un de mes catcheurs préférés, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais je me dis, il y a peu de temps en rivalité contre Roman Reigns, il a pris très cher avec Roman Reigns, et il perd juste sur une descente du coude. Enfin, je veux dire, c'est un peu ridicule le booking du match, quoi. Surtout qu'il a pas pris si cher que ça durant le match, quoi. Donc, il était encore plus ou moins frais quand il s'est pris le coup enfin, la descente du coude, quoi. Donc, vraiment, le booking de ce match est vraiment pas terrible. Et après, que Xavier Woods il ait gagné, bon, bah, ça je m'étais déjà fait spoiler en allant sur internet. Donc voilà. Ensuite, le 7ème match. Alors, le match sûrement qui m'a fait le plus chier de la soirée. Enfin, de la soirée, je l'ai vu ce matin, mais enfin, cet après-midi, mais je veux dire. Voilà, ça reste quand même un match. Les matchs sont quand même sortis en soirée. Hein. Mais Drew McIntyre, j'en peux plus de le voir autour des titres. Vraiment, Drew McIntyre, j'en peux plus. Il faut qu'il ait un personnage parce que ça commence à être gonflant qu'il ait pas de personnage. Et moi, j'arrive pas à aimer quelqu'un qui n'a pas de personnage, donc vraiment, Drew McIntyre, j'y arrive pas. Et Biggie, bah pareil, j'ai du mal à le prendre au sérieux en tant que champion et tout. Même s'il fait un peu moins le guignol et tout, j'ai quand même du mal avec son personnage. Mais voilà, match pour le titre de la WWE, et pareil, on sait déjà à l'avance qui va gagner. On le sait. Drew McIntyre, il part à SmackDown. On se doute bien qu'il va pas gagner le titre. Alors, je sais qu'on a tous un peu ce mode de pensée. Dans le match qui suit, malgré ce mode de pensée, il va se passer l'effet contraire. Mais on va en reparler. Mais voilà, là, ça a marché et c'était complètement logique que Biggie conserve son titre. Mais j'ai noté du coup que Biggie survit, enfin j'ai mis survie, parce que je trouvais ça marrant, au DDT de Drew McIntyre, qui est quand même assez puissant hein, quand il le fait. Et on a Biggie qui réussit quand même à placer le big ending vers le début ou milieu de match, mais Drew McIntyre résiste, heureusement. On a un bulldog de Drew McIntyre depuis la 3ème corde, qui est plutôt pas mal. Biggie résiste ensuite au Claymore Kick, donc ça c'est pas mal aussi de résister au Claymore Kick. Alors moi, honnêtement, le Claymore Kick, j'ai jamais trouvé que c'était un finisher très puissant. Enfin, je veux dire, le mec il est en l'air, il est juste en train d'essayer de te mettre un coup de pied dans la tête alors qu'il est en l'air, donc il a zéro force à ce moment-là. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un finisher qui est très moyen. Voilà. Et ensuite, Biggie récupère Drew McIntyre un peu plus tard. Il tournoie un petit peu, il fait le big ending à nouveau, et cette fois, il remporte le match. Et de toute façon, je pense qu'on s'en doutait tous, comme Drew McIntyre va aller à SmackDown, je pense qu'on s'en doutait tous que Biggie allait remporter le match. Maintenant, la chose que j'ai peur, c'est que Drew McIntyre aille casser les couilles à Roman Reigns, parce que bon, on l'a déjà vu au Survivor Series, et on n'a pas envie de se taper ça, je pense, tous les samedis, et au Survivor Series. Bah non, de toute façon, Survivor Series, ils pourront pas s'affronter, mais après les Survivor Series. Ensuite, l'avant-dernier match, du coup, on a Becky Lynch contre Sasha Banks contre Bianca Belair pour le titre de SmackDown. Alors, un peu pareil pour Bianca Belair. J'aime beaucoup Bianca Belair, mais comme Drew McIntyre, faut qu'elle change de personnage. Vraiment, c'est saoulant. Elle s'est fait humilier, elle prend cher régulièrement, mais elle arrive tout le temps joyeuse, en train de danser avec sa couette et tout. Franchement, elle commence à y en avoir un peu marre de son personnage. Il serait peut-être temps
comme Roman Reigns, je sais pas, qu'elle ait un heel turn ou un truc, mais qu'elle change un petit peu, qui la rende plus intéressante, parce que là, honnêtement, ça commence à être un peu saoulant son personnage. Après sur le ring elle est très très bien, hein, mais pour moi être très très bien sur le ring ça suffit pas, il faut que le personnage soit bon également à côté, parce que j'ai du mal à soutenir les gens qui ont un personnage qui n'est pas terrible. Des fois je vais même préférer soutenir par exemple comme Randy Orton, un mec qui a un super personnage et qui parfois dans le ring va pas être excellent. Voilà, Roman Reigns, Randy Orton il est pas mauvais, mais c'est vrai que des fois quand il est pas à fond, bah, les matchs sont pas terribles, quoi. Mais comme le personnage à côté est excellent, bah, j'arrive à être à fond derrière lui. Donc dans ce 8e match, on a un petit moment impressionnant vers le début de Bianca Belair qui tient Sasha Banks à bout d'un seul bras. Mais en même temps, on a Sasha Banks qui se tient à l'épaule de Sasha Banks, mais bon, la pose reste quand même très impressionnante. Ensuite, on a Becky Lynch qui va empêcher le KOD de Bianca Belair en faisant un dropkick depuis la 3e corde, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on sent quand même que Becky Lynch s'est vraiment remis en forme, parce que à SummerSlam c'était une catastrophe. Et là, on sent qu'elle s'est quand même bien remis en forme. Ensuite, on a un petit enchaînement de suplex de Sasha Banks, je ne sais plus sur qui, mais en tout cas voilà. Becky Lynch esquive le KOD et on a du coup Sasha Banks et Becky Lynch qui font une soumission en même temps sur Bianca Belair, du coup qui rappelle énormément le match entre Daniel Bryan, Roman Reigns et Edge à WrestleMania, où il y avait eu exactement la même scène. Voilà. Et du coup là par contre elles arrivent à s'en sortir de manière un peu plus intelligente, parce qu'avec les mecs c'était en mode oh gros bourrin, se fout des coups de tête machin, c'était un peu ridicule honnêtement. Alors que là c'est Sasha Banks au final qui décide de lâcher la soumission et d'envoyer un coup de pied dans le dos de Becky Lynch, donc c'est déjà un peu plus intelligent. Ensuite on a un bang statement de Sasha Banks sur Becky Lynch, sauf que Bianca Belair va le briser en allant dans les cordes où elle arrive comme ça, elle fait son truc et hop là, moonsault, plutôt pas mal. Becky Lynch va réussir son finisher sur Sasha Banks, mais Bianca Belair va briser le tombé. Becky Lynch va tenter un double disarmer, sauf que la prise elle est ridicule. Honnêtement, quand elle chope les deux bras là, qu'elle les soulève, mais c'est tellement ridicule, parce que quand t'as une personne, tu peux vraiment forcer entre les jambes le bras, sauf que là, quand il y a les deux, c'est qu'il y a le corps de Sacha qui fait que ça matche pas avec les deux bras, c'est tellement ridicule, t'as les deux qui sont en mode ah j'ai mal machin, alors qu'en vrai ça se voit qu'en faisant les deux en même temps ça fait rien du tout quoi. C'est un peu ridicule, mais bon, voilà, les gens étaient contents. Bianca Belair finalement va quand même réussir le KOD sur Becky Lynch, sauf qu'avec Sasha Banks elles vont à moitié se battre pour envoyer l'autre dehors, essayer de faire le tomber machin. Sasha Banks va quand même réussir à se débarrasser de Bianca Belair, sauf qu'en remontant dans le ring elle va recevoir un petit paquet avec triche de Becky Lynch, puisque Becky Lynch se sert des cordes pour bien appuyer la prise, et du coup Becky Lynch conserve le titre. Et là, ça me pose problème pour une simple chose, parce que Becky Lynch gagne, je m'en fous. Là, contrairement à SummerSlam, elle a bien combattu, on a eu un très beau match, donc ça me dérange pas du tout que Becky Lynch gagne sur le point de vue du match. Ce qui me dérange, c'est qu'elle a conservé son titre de SmackDown alors qu'elle a été draftée à Raw, que lundi elle est à Raw. Et ce qui me saoule, si ça va se passer, et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est que je crois que Charlotte Flair a toujours son titre de Raw, mais qu'elle a été draftée à SmackDown, ce qui veut dire qu'ils vont sûrement faire comme les Street Profits et les Usos, qui vont échanger les ceintures. Et là où je trouve ça complètement nul à chier, c'est que ça va être comptabilisé
comme un nouveau titre, une sorte de nouvelle victoire, alors qu'elles auront juste échangé les ceintures et qu'il n'y aura pas eu de match pour perdre ou gagner les ceintures. Et ça, je trouve ça nul à chier, parce que je sais pas à combien elles en sont de ceintures, chacune au niveau de Raw ou SmackDown, mais ça va comptabiliser une supplémentaire alors qu'elles n'auront pas combattu. Et le truc des Usos et des Street Profits, je vais trouver ça complètement con aussi, parce qu'ils se sont échangés les ceintures, ça a comptabilisé comme une victoire, mais une victoire de quoi, puisqu'il n'y a pas eu de match pour ces nouvelles ceintures. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Au bout d'un moment, fais perdre la personne, ou alors dans ce cas-là, tu ne la fais pas drafter si tu veux pas lui faire perdre la ceinture. En plus, t'avais de quoi faire perdre la ceinture sans que Becky Lynch prenne le pin. Enfin, je veux dire, cette fin, elle est complètement nulle. Et honnêtement, s'ils font vraiment ce truc de hop, on s'échange les ceintures, du coup, ce qui va donner une nouvelle victoire à chacune des deux, entre guillemets, puisque c'est une nouvelle ceinture qu'elles ont, honnêtement, je vais péter un câble parce que je trouve ça nul à chier. Voilà, après, c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Mais avoir une ceinture comptabilisée comme une victoire quand tu fais aucun match, que tu l'as juste parce qu'on fait un échange, je trouve ça complètement con. Vous, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais honnêtement, je trouve ça complètement con. Pour moi, une ceinture, tu la gagnes, enfin, tu comptabilises une victoire quand tu l'as gagnée et que tu t'es battu pour l'avoir. Et pas quand tu fais juste un échange avec le copain d'en face, quoi. Et ensuite, on a du coup le main event, Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre universel. Match qui était intéressant plus sur la fin. Le début était un peu long à commencer, c'était chiant. Les deux se sont juste tenus. Après, oh là, je te mets des petits coups de poing et tout dans le dos. Enfin, le début, c'est. Putain, j'ai le genou qui a craqué. Vraiment, le début du match était vraiment mauvais. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Mais ensuite, ça part bien. On a Reigns qui réussit quand même à placer le Superman Punch quasiment à la moitié du match à Brock Lesnar, pendant que Brock Lesnar essaye de monter dans le ring. On a Reigns qui s'envole, mais vraiment, quand on le voit là, qui saute au-dessus des cordes pour atterrir sur Brock Lesnar, mais le bond qu'il fait, il est énorme. Vraiment, c'était magnifique à voir. Ensuite, ensuite, sur le ring, quand les deux remontent, il l'enchaîne avec le spear, ce qui est très tôt, mais n'est pas suffisant. Et ensuite, il va même enchaîner avec 2 Superman Punch à la suite, mais ça ne suffira toujours pas, puisqu'il va avoir les yeux un petit peu plus gros que le ventre, et du coup, Reigns va tenter un spear que Lesnar va esquiver. Lesnar ensuite va réussir à placer le F5, mais ce ne sera pas suffisant. Ensuite, il va en tenter un deuxième un peu plus tard, sauf que Reigns va l'esquiver avec la guillotine, mais Brock Lesnar, comme je ne sais plus qui, je crois que c'est le deuxième catcheur à réussir à trouver un moyen de s'enlever de la guillotine. Voilà, et encore un peu plus tard, Lesnar va cette fois réussir à nouveau son F5, sauf qu'il va carrément balancer Roman Reigns dans l'arbitre, arbitre qui du coup se retrouve KO. Du coup, Reigns dans la confusion va en profiter pour foutre un spear à Brock Lesnar, et on a les deux qui sont au sol, et Paul Heyman prend la ceinture universelle et la balance entre Brock Lesnar et Roman Reigns, mais vraiment pile au milieu. Tu te dis heureusement qu'il a pas raté son lancer, vraiment il a super bien réussi à lancer la ceinture pour que ça mette bien le doute, et il a dit tu sais quoi en faire, sans préciser à qui il parlait ou quoi que ce soit. Il a juste dit tu sais quoi en faire. Du coup les deux mecs sautent sur la ceinture, Brock Lesnar se relève et réussit à prendre la ceinture, et il se prend un kick de Jay ou Jimmy Uso, je ne sais pas lequel des deux, il se prend un kick. Du coup, Roman Reigns enchaîne avec un spear. Non, il se prend un coup de ceinture. C'est ça, Reigns répare la ceinture, il lui met un coup de ceinture dans la tronche, il fait le tomber, un arbitre arrive pour compter, et du coup, Roman Reigns conserve le titre. Du coup, moi je suis très content que Roman Reigns conserve le titre, mais j'ai vu des choses, parce que comme je vous l'ai dit, je me suis fait spoiler la victoire de Xavier Woods. Mais je me suis fait spoiler cette victoire, entre guillemets, même si
pareil, tout le monde savait que Roman Reigns allait gagner d'une manière ou d'une autre. Mais là où je trouve que les gens sont de très mauvaise foi et ils sont vraiment très cons sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ont crié à la triche pour la victoire de Roman Reigns. Parce que bon, il y a Jay ou Jimmy qui vient foutre un kick à Brock Lesnar, ensuite Reigns prend la ceinture et frappe Brock Lesnar avec. Et du coup on fait ouais, c'est un tricheur, machin, il a gagné en trichant, machin. Sauf que ce qui m'énerve un peu dans cette réaction, c'est que Brock Lesnar, vous croyez qu'il allait faire quoi avec la ceinture? Qu'il allait juste la regarder, faire des petits câlins, des petits bisous à la ceinture? Non, Brock Lesnar, la façon qu'il tient la ceinture, il s'apprêtait à frapper Roman Reigns avec la ceinture. Donc au final, si Jay ou Jimmy Uso n'étaient pas intervenus, Brock Lesnar aurait gagné en trichant. Donc au final, on aurait eu exactement dans les deux sens le même finish. Soit c'est Brock Lesnar qui finissait en trichant en utilisant la ceinture, soit c'est Roman Reigns du coup comme il l'a fait qui a fini le match en servant de la ceinture. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, de raconter des conneries. De toute façon, dans tous les cas, l'un des deux allait tricher pour gagner. Voilà. Et forcément, comme Brock Lesnar est un agent libre et que Roman Reigns est là tous les jours, enfin entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas des shows tous les soirs, mais il est là tout le temps. Donc c'était plus logique déjà de faire gagner Roman Reigns qui fait vivre la compagnie déjà depuis 1 an. Donc au bout d'un moment, les anti-Roman Reigns, il faudrait qu'ils arrêtent de raconter de la merde toutes les 5 minutes sur Facebook. Donc on va arrêter la vidéo là, elle a été un peu longue mais j'avoue que là du coup il y avait beaucoup de matchs, qui fait qu'effectivement beaucoup de choses à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show. Moi honnêtement j'ai trouvé très moyen, il y a eu des bons matchs. Le tout premier match était très bien, le dernier match féminin était très bien aussi, de toute façon il y en a eu 2 mais bon voilà. Le Triple Threat match était très bien. Le dernier match était bien également sur Paul Heyman, parce qu'effectivement, à la fin, on a Paul Heyman qui suit la Bloodline et en fait qui regarde Brock Lesnar, mais d'une manière en mode merde. Merde, normalement c'était lui qui devait gagner avec la ceinture, parce que on verra avec les semaines suivantes, mais de la réaction de Paul Heyman, moi j'ai compris que Paul Heyman était plus du côté de Brock Lesnar que de Roman Reigns. Alors dites-moi vous dans les commentaires comment vous avez ressenti ça, mais en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Donc voilà, on s'arrête là, dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouvera du coup le mois prochain. Alors je crois que c'est les Survivor Series, je surkiffe en plus les Survivor Series, donc si c'est bien ça, j'ai hâte d'y être. Donc voilà, et suivons tout ce qui va se passer autour de Paul Heyman parce que j'ai vraiment très hâte de savoir ce qui va lui arriver. Allez, ciao les Anacalypsiens.